Avant de parler du bilan de la journée ville morte, on évoque encore en quelques mots la question des réformes. Credo Tété, vous aviez la parole et je suis allé chercher donc le rapport de l'ESPER, puisqu'on parle de l'article 59. La différence avec ce que propose l'ESPER se trouve au niveau de la phrase qui dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit ». Et lui, il ajoute « Cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision ». Oui, donc la différence, le projet de loi du gouvernement, c'est que on ne peut modifier que par voie référendaire. Mais l'ESPER a cadenassé. Mais tout est question, tout est sujet à discussion. C'est là où j'accuse l'opposition parlementaire parce qu'ils n'ont pas su jouer leur rôle. Si ce que l'ESPER sénégalais a fait dans son rapport, ce n'est pas un avant-projet de loi, ce n'est même pas un projet de loi dans son rapport, et un rapport dans ce sens parce qu'il a fait une consultation. Ce sont des suggestions à l'analyse. Et c'est bien mis dessus, proposition d'un avant-projet de loi. Proposition d'un avant-projet de loi. Donc le gouvernement doit le transformer en avant-projet de loi. Avec l'exposé des motifs. Oui, bien sûr. Donc je me demande s'ils ont connaissance de ça. Et autres là. Mais ce qui écoeure, ce qui étonne, c'est qu'au sein de cette opposition parlementaire, qu'il y ait des juristes, mais qu'ils ne font pas le profil bas pour dire à ceux qui s'agitent parmi leur groupe que non, qu'il y a des étapes, qu'il y a des garde-fous juridiques et qu'il faut que nous aussi, nous respections cela et qu'on n'abuse pas de la naïveté de nos militants et autres là. Ce que l'ESPER a proposé, mais l'ESPER voudrait s'inscrivait dans une logique que les 4/5e, qu'on n'évoque pas les 4/5e. Mais le gouvernement a dit non, on ne peut plus invoquer les 4/5e parce que les 4/5e sont facilement trouvables lorsque une partie, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, a un nombre consistant de délégués. Avec les non-inscrits, ceux qui n'ont pas de groupe parlementaire, s'ils font des alliances, donc on peut tout foutre avec notre constitution. Donc c'est pourquoi l'ESPER sénégalais a mis ce cadenas-là. Mais pourquoi ne pas aller en discuter en commission des lois et chacun argumente et autres là? Est-ce que à cause de ça seul, on met en péril toute la vie d'une nation et autres là, et puis on va végéter dans cet immobilisme et autres là. Donc c'est là où je dis que nos acteurs politiques, surtout ceux de la coalition ou de l'opposition parlementaire, ne sont pas conséquents. On dirait même que leur lutte, ce n'est pas pour l'amélioration des tests, mais les objectifs sont ailleurs. Et c'est pourquoi tantôt je disais sur ce plateau, j'ai comme l'impression que la situation politique que nous vivons leur profite tellement qu'ils ne font que des gymnastiques, ils ne font que du théâtre politique parce qu'ils tirent profit de cette situation-là. Ils ne voudraient pas que les choses avancent. Alors, donc ce n'est que des suppositions, ce ne sont que des analyses. Mais leur comportement prête à un sujet. Ibrahim, si on prend la linéa de cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision, par rapport à ce que dit le gouvernement, on ne peut la réviser que par voie référendaire. Qu'est-ce qui peut être dans la norme aujourd'hui? Parce que je vais rappeler, si on dit qu'on ne peut plus la réviser, ça veut dire ipso facto, un président fait un mandat, il se renouvelle et il dégage. Mais si on prend le cas Talon qui voulait un mandat unique, alors, donc si demain le Togo se dit bon je veux me doter d'un mandat unique, alors qu'il y a cette disposition qui dit bon on ne touche pas, c'est une fois, on renouvelle et on part. Laquelle est la meilleure entre l'ESPER et le gouvernement? Non, selon le déroulé, la façon dont vous avez présenté la situation, je pense que ce qui a été proposé par l'exécutif togolais rime mieux avec l'évolution du monde. Parce que dire que cette disposition ne peut plus être renouvelée, on ne doit même pas toucher à cette disposition. Moi, je me dis que c'est embrigader aussi la vie politique et aussi la fonction du président de la République. Vous savez, tout est en évolution maintenant. Mais non seulement la fonction, parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Et là, l'ESPER sénégalais qui l'a fait. Est-ce que si nous interrogeons la Constitution sénégalaise, mais ça ne parle même pas de ça, ce cadenas n'est pas dedans et autres là.
Non, le cadenas, c'est pour protéger la démocratie en Afrique, parce que nous savons que nous sommes vraiment en apprentissage en matière de démocratie, et surtout, il y a des velléités de certains chefs d'État de s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est connu. C'est connu en Afrique. Il faut décourager ces pratiques. Et ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir, là, il faut les décourager. Il faut tout faire pour que la fonction de président de la République puisse aussi faire le tour dans le pays, que d'autres familles aussi, que d'autres contrées aussi puissent connaître aussi leurs fils comme président de la République, que d'autres citoyens aussi. Voilà. Parler de famille. Non, quand je parle de famille, c'est par rapport à certains pays. C'est par rapport à certains pays où c'est une seule famille qui est toujours au pouvoir. Non, si c'est une seule famille qui est au pouvoir, donc nous sommes dans un royaume, dans une monarchie. Et pourtant, dans certains pays, on le voit. Et pourtant, dans certains pays, on le voit. J'ai dit, dans certains pays, on le voit, M. Credo. Et on a le courage de dire ça. Non, dans certains pays comme... Non, est-ce qu'on peut partir sur des exemples? Le Gabon, pareil. Ouais, si je prends par exemple le Gabon. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille Bongo qui dirige. Quand je prends un peu le Cameroun, mais après le doyen, quand Paul Biya est venu jusqu'alors, il est toujours le président. Vous comprenez? Donc, disons simplement que nous voudrons que la politique togolaise se fasse aussi avec élégance, que les gens aient toutes les chances possibles de pouvoir aussi un jour devenir président, diriger le pays, parce que le pays appartient à nous tous. C'était une parenthèse. Maintenant, quand nous revenons vraiment au test que l'exécutif togolais a présenté, je me dis que c'est déjà un effort. Je venais de dire que avant il y avait des sujets qui fâchaient. Mais depuis un certain temps, il y a eu évolution de la mentalité. Les gens ont compris, et par rapport aux mutations dans le monde, les gens ont compris que non, c'est bien d'aller vers des dispositions qui donnent plus de chances aux citoyens. Et donc, ce que moi je lis ici par rapport à l'avant-projet de loi proposé par le gouvernement du Togo répond un peu à l'aspiration de tous les Togolais de voir vraiment les choses aller dans le sens de la démocratie, dans le sens de l'état de droit, et surtout aller aussi dans le sens de la redistribution équitable des ressources, parce qu'il est question de cela. Si les gens sont frustrés, les gens sont dans la rue, les gens sont pour manifester, c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une classe de privilégiés et une classe de défavorisés. Donc il faut aller vers ce rééquilibrage, et pour aller vers ce rééquilibrage, je parlais tantôt des réformes. Voilà l'une des dispositions qui puisse amener les gens vraiment à donner beaucoup plus de chance aux citoyens. Et donc ça c'est déjà bon. Mais l'opposition devait jouer maintenant sa carte, parce que tout ce que les gens demandent, tout ce que la population demande, c'est cela, les réformes. Et voilà, maintenant, nous avons l'opportunité d'aller vers ces réformes. Il y a boycott, les gens n'arrivent plus à aller dans le sens voulu par les populations, parce que il y a ce que nous appelons les calculs politiciens. Et Credo a... Non, mais ayons le courage de le dire. Credo l'a dit. Il y a des opposants carriéristes, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses bougent parce qu'ils en tirent des dividendes. Ça c'est clair et tout le monde le sait. Je ne nommerai personne ici, mais les gens savent que leur positionnement au niveau de l'opposition, mais ça leur procure beaucoup de devises. Et à chaque fin du mois, ce qu'ils ont comme intérêt et autres là, les gens ne veulent pas perdre ce prestige. Et même du côté de ceux qui se disent non alignés et autres, les marchands de sigles là, qui accompagnent d'une manière ou d'une autre le pouvoir en place. Et aussi, ils ont ce qu'ils ont comme chose de calcul. Ils savent ce qu'ils tirent de leur positionnement de non alignés. Et les gens sont là, il y a des choses qui se passent, des choses les plus ahurissantes dans le pays, mais ils ne lèvent pas le petit doigt. Mais quand il y a élection, les voilà, ils se bousculent. Quand il y a une position, ils sortent des communiqués bidons, des communiqués qui ne riment même pas avec la réalité du pays, et se disent qu'ils sont des politiciens. Et ceux-là, vous pensez qu'ils sont de l'opposition, les gens qui ne contestent pas, les gens qui ne lèvent pas leur petit doigt pour dire au gouvernement, recadrez cette façon de faire, faites ceci, faites ceci. Et ces gens-là, vous pensez qu'on va les prendre pour des opposants, des gens qui sont là pour exercer une pression sur le pouvoir? Non, mais je pense qu'il faudrait que nous revoyions un peu la cartographie de la classe politique de notre togolaise. Et c'est l'occasion aussi, puisque les jeunes se positionnent pour ces législatives, ça serait vraiment un tremplin pour que les gens puissent s'affirmer et nous encourager pour que, bien évidemment, on ait un renouvellement de la classe politique. Qu'il n'y ait plus de politiciens carriéristes, des gens qui prennent en otage la vie politique de notre pays. Professionnels de la politique.
D'accord. Non, parce qu'ils ont fait de la politique une profession. Donc on va changer de sujet. On va parler maintenant du dernier sujet, Togo. L'opposition a appelé à une journée morte ce mardi. C'était une journée Togo mort. Et on a appris, on a entendu en tout cas le samedi dernier, à l'issue de la manifestation de la coalition, que même pas une mouche ne devait bouger aujourd'hui. Credo, le Togo était-il mort aujourd'hui? Non, mais je crois que le Togo était plus vivant. Donc on dirait que c'est le 25 décembre. Plus ou moins. Plus vivant, parce que le Togo mort qu'on nous a miroité, nous n'avons pas vu ça. Mais je fais disons, ce syllogisme pour dire, mais on dirait que c'est la joie que le petit Jésus est né. Donc c'est une comparaison. Donc c'est dire que l'appel de la coalition n'a pas été suivi. Donc on dirait même que est-ce que cette coalition a véritablement préparé son action politique qui a été un échec aujourd'hui. Donc c'est comme si... Était-ce une action politique ou un slogan qui est sorti comme ça lors de la manif? Oui, lorsqu'on a assez abusé de la naïveté de ces militants ou bien de leur population ou bien de leur peuple qui les suivent sans demander de compte et qui n'est même pas à même de dire à ces leaders que là, vous avez fauté et autres là. Donc ce sont ces genres de réactions parce que... à voir comment les choses se sont passées, mais on dirait que c'était une improvisation même que d'annoncer, disons, cette journée Togo mort, parce que cette opposition avait prévu marcher ce jour. Et ils ont vu qu'il y a une certaine intransigeance du côté du ministère de l'administration territoriale parce que ça coïncidait avec le début de campagne. Et en période de campagne, les actions de rue, de contestation et autres là ne sont pas tolérées et autres là. Donc ils ont voulu au moins marquer d'un saut le début de la campagne, mais ils ont tiré à terre. Et cela repose même, comme Acha le disait, mais est-ce que cette coalition a une stratégie? Mais j'irai loin pour dire, est-ce que cette coalition a une vision? Il faut prioritairement avoir une vision politique. Et lorsqu'on a une vision politique, on s'assigne une mission. Et dans la déclinaison de cette mission, on voit ce qu'on appelle les stratégies. Mais comment est-ce qu'on va faire autre là? Mais tout cela, ça manque à cette opposition. Et du jour au lendemain, donc on se comporte comme l'éternel apprenti. Mais l'apprenti même arrive à polir un tant soit peu sa pierre brute. Mais on ne voit pas des actions de ce type-là. C'est un échec qui doit questionner la C14 pour dire que vous avez fait votre temps, débarrasser le plancher. Il faut qu'on renouvelle la classe politique parce que vous avez transformé la politique togolaise en business. Ibrahim, vous parlerez d'échec total ou c'est un meet-and? Non, il parlerait d'échec. Échec en ce sens que quand j'ai fait un tour aujourd'hui, j'ai constaté que l'ambiance était normale. Et les informations que j'ai eues aussi venant de l'intérieur du pays me confirment aussi que les gens vaquaient librement à leurs occupations. Et quand vous cherchez à savoir pourquoi il y a eu échec, c'est parce que le mois de décembre, c'est un mois beaucoup plus d'affaires et tout le monde prépare les fêtes. Et donc, les gens ne sont pas prêts à écouter les mots d'ordre de grève et de boycott et tout ça, là, ou bien de Togo mort, et ne pas préparer des fins d'année assez heureuses, des fins d'année assez, disons, où il y a quand même le rendez-vous de la gaieté. Et quand on parle de la gaieté, vous comprenez ce que je veux dire là-bas. Voilà, l'argent et les ressources pour pouvoir faire face aux fêtes. Voilà. En dehors de cela aussi, il y a un aspect assez sociologique dont nous avons fait cas sur ce plateau il y a longtemps, dès le début de la crise, c'est l'aspect pauvreté. Les gens étaient dans la rue parce qu'il y avait un problème de pauvreté, parce qu'il y avait un problème de sous-emploi, il y avait un problème d'inégale répartition des richesses du pays et d'employabilité des jeunes. Bon, aujourd'hui que certains jeunes ont pu attraper de petits boulots, vous les voyez boycotter et ne pas aller à ces boulots parce que il y a des mots d'ordre le risque de se faire virer. Non, ils se feront virer. Et surtout que trouver un emploi au Togo, c'est vraiment la croix et la bannière. Bon, personne n'accepterait pour rien au monde refuser d'aller au boulot parce qu'il est en train de respecter un mot d'ordre de Togo mort lancé par une opposition. Vous comprenez? Donc, il y a ce facteur aussi qui a fait que cette journée Togo mort n'a pas réussi.
s'il faut peut-être conclure, je dirais tout simplement que ça n'a pas été préparé. C'était lancé à la va-vite comme ça. C'est comme sous le coup de l'humeur, on lance un slogan comme ça et ça prend dans la masse. Ça devient un slogan redondant sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, les gens n'étaient pas préparés vraiment pour cette action de Togo Mort. Non, mais la conséquence, c'est que cet échec de Togo Mort confirme l'amateurisme même de cette coalition des 14 partis. Donc, c'est l'amateurisme qui a pris le dessus. Donc, c'est pour dire qu'ils ne sont pas conséquents. En plus de l'amateurisme, c'est les conséquences politiques. Et aujourd'hui, ils doivent tirer le leçon de cela. Justement, est-ce qu'on doit parler de désaveu? Oui, non, mais... Des aveux populaires. Oui, des aveux populaires, oui, dans une certaine mesure, parce que les gens n'ont pas suivi ce mot d'ordre de Togo Mort et autres là. Et ce qui est grave, même hier, j'écoutais sur une radio de la place d'une radio privée, un des leaders de la C14 qui a dit que s'ils ont opté pour la stratégie de Togo Mort, c'est qu'ils ont des actions d'envergure et que ça va déménager dans les prochaines heures parce que les bonnes femmes du marché leur ont demandé de faire Togo Mort pour faire les emplettes, le ravitaillement et autres là. Mais les bonnes femmes étaient au marché. Donc c'est dire que dans une certaine mesure, pour certains, la politique rime avec le mensonge. Il n'y a pas d'éthique, nous savons. Mais quand ça rime trop avec le mensonge, et c'est doublé d'amateurisme et puis d'inconséquence, donc je crois qu'on ne peut qu'assister à ça. Si les leaders de la C14 pouvaient refuser de manger en toute âme et conscience, donc ils devaient faire le jeûne pour se repentir parce qu'ils ont abusé et ils ont montré leur vrai visage. Donc ils ne possèdent pas de la matière pour amener les gens et autres là. Donc on ne se lève pas pour poser un acte politique d'envergure que d'appeler à des Togo Morts. Nous avons même vu des sessions en griffe de Togo Mort dans ce pays. Donc on nous parle même d'une trentaine, plus de 30, disons 36 Togo Morts que notre histoire politique a connu. Mais ces Togo Morts ont donné quoi? Ces Togo Morts ont beaucoup plus appauvri ces pauvres-là qui se cherchent et autres là. Parce que les gens, la plupart de vos militants, ce sont des gens qui vont marcher, ce sont des gens qui sont dans l'informel. Vous leur dites naïvement ou bien abusivement, n'allez pas faire des activités génératrices de revenus. Par militantisme, mais ils le font. Mais ils le font autant de fois. À un certain moment, ils vont se poser la question. Tout à fait. Et puis ils vont se poser la question parce que vous, les politiques, vos bénéfices là, c'est les sièges avec tous les avantages que vous avez au niveau du Parlement. Mais lorsque leur business, leur affaire, leur marché vont tomber en l'eau, vous n'êtes même pas capable de les aider et autres là. Vous n'êtes même pas capable de les aider. Donc les gens sont fatigués de cet amateurisme-là de la C14 et ils l'ont exprimé. Mais cela ne voudrait pas aussi dédouaner le parti présidentiel parce que le parti présidentiel aussi doit essayer de capitaliser le comportement aujourd'hui des populations togolaises. Si les populations togolaises se disent nous cherchons notre quotidien parce qu'on est dans une période de fête et autres là, ce n'est pas parce qu'il y a eu échec que vous allez dormir sur vos lauriers. Travaillez aussi. Travailler pour que le panier de la ménagère soit assez malléable et autres là. Mais si vous aussi, vous ne faites pas des actions en ce genre-là, où il y a cette minorité qui s'accapare les richesses, parce que vous avez les moyens de votre politique, mais vous ne partagez pas ces richesses-là, donc je crois que vous ne rendez même pas service à votre champion. Alors aujourd'hui, Ibrahim, est-ce qu'on peut dire à l'issue de cette journée qui, vous l'avez dit, a été un échec, c'est le pouvoir qui se frotte les mains pour dire, bon, de toute façon, le peuple ne les écoute plus? Non, mais il ne faut pas dire que le peuple n'écoute pas l'opposition. L'opposition est là et elle a toujours son offre politique. Et vous savez que l'offre politique là, ça rejoint l'assentiment et ça plaît aux populations parce que les gens veulent écouter les discours plaidant leur cause. Et c'est ce que l'opposition fait. L'opposition surfe sur les problèmes sociaux, surfe sur les inégalités dans le pays, sur l'injustice dans le pays pour pouvoir capter un nombre assez, disons, impressionnant de militants. Bon, le pouvoir, pour pouvoir couper de l'herbe sous les pieds de l'opposition, doit aller dans le sens du reformatage de sa façon de faire. Oui. Donc, l'amélioration des conditions de vie, comme le disait mon confrère Credo Tété, lutter contre les inégalités, lutter contre la corruption. Et justement, est-ce que la justice soit juste aussi dans notre pays. Est-ce que depuis le début de tous ces mouvements, c'est-à-dire le rebondissement d'août 2017, oui, on a senti un changement dans la gouvernance?
Oui, il y a eu changement. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu changement parce que quand vous prenez un peu les discours sont modérés. Il y avait des va-t-en-guerre qui disaient de n'importe quoi et sur des plateaux, ils essayaient de narguer la population. Mais depuis un certain temps, on a vu que ces gens-là ont changé leur façon de parler. Ils parlent avec beaucoup plus de respect et beaucoup plus de considération. On sent en eux une volonté d'améliorer le quotidien des Togolais. Et quand vous voyez un peu depuis août 2017 jusqu'à nos jours, il y a eu un grand plan de développement qui a été initié par le gouvernement. Ça voudrait dire que le gouvernement, le PND a pris la mesure de la chose et a compris qu'il faut vraiment améliorer le quotidien des Togolais. Et avec le PND, avec les 3 axes déclinés, quand vous lisez un peu, vous voyez qu'on veut aller vers l'inclusion économique et l'inclusion sociale, amener les Togolais à se sentir mieux et faire de telle sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Crédit, si vous devez vous faire un jeu de prémonition, selon vous, quelle est ce soir l'attitude au niveau du sommet de la coalition des 14? Non, ça doit être une désolation. Ça doit être une désolation. Je ne sais pas si c'est ça qui a même motivé l'absence de notre troisième panéliste. Parce que je le rappelle, il y a une troisième personne qui aurait dû être là, qui est de la C14, mais est-ce qu'il n'est pas assommé par cet échec, qu'il n'a pas pu faire le déplacement? Donc c'est dire que la coalition est assommée parce que la réussite de cette journée allait revigorer cette coalition-là. Mais les populations ont lancé un message. Mais curieusement, qu'est-ce qui n'a pas marché quand samedi on nous a dit qu'il y a eu 500 000 personnes dans la rue? S'il y avait eu 500 000 personnes qui se sont abstenues aujourd'hui d'aller au travail, on l'aurait senti. Mais on l'aurait senti. Mais prenons même le fief de l'opposition, le quartier Bain. Donc, les hésitations n'ont pas fait plus d'1 heure. Oui. Donc, les gens ont rouvert leurs boutiques et puis les gens ont vaqué librement à leurs occupations. Donc, c'est qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, les populations, ou bien ceux qu'on assimile au peuple sectaire, selon les obédiences politiques, les gens pensent... Les gens réfléchissent et autres là. Mais c'est qu'il n'y a pas encore des mécanismes de redevabilité et d'incitation pour que les leaders rendent compte et autres là. Mais aujourd'hui, avec ce que vous dites, avec ce que nous constatons au soir de cette journée, c'est que l'opposition a du pain sur la planche. Et cela repose même, disons, la réflexion. Est-ce que en politique, c'est le radicalisme qui est la meilleure voie de solution aux problèmes de l'heure? Non, parce que le radicalisme de la C14 a amené à cette journée Togo-Mort qui a été un échec. Donc aujourd'hui, la C14 est assommée. Et vous avez vu même l'engouement même des populations. Au premier jour de campagne et autres là, chacun attendait. Chacun attendait, mais demain est un autre jour. Nous allons voir et autres là. C'est vrai que demain, peut-être qu'ils vont encore envahir les médias et pour dire que ça a été le truc là, mais j'aurais souhaité qu'ils aient ce courage politique de faire le bilan de cet échec aussi et qu'ils se situent chacun individuellement à son niveau les responsabilités et qu'ils pensent même à revoir leur stratégie politique. S'ils en ont, s'ils n'en ont pas, qu'ils définissent des stratégies politiques parce que on en a assez des abus, d'abuser de ce peuple-là parce que le peuple togolais, c'est le peuple de tous les bords politiques. Le peuple togolais n'est pas uniquement ceux qui sont les militants de cette coalition qui descendent dans la rue. Le peuple togolais, c'est ce peuple même qu'on a vu dans ce pays invité par le parti uni. Le peuple là, c'est le peuple de ceux qui se disent centristes. Même si on a des difficultés pour définir ce centrisme-là. Donc c'est dire que le peuple togolais, c'est toi, c'est moi, c'est tous les partis politiques. Maintenant, il faut que nos politiques descendent un peu sur terre et qu'ils posent des actes concrets. Et qu'on ait le courage, lorsqu'on est militant politique, de demander des comptes à nos leaders et d'avoir le courage aussi de dire à nos leaders politiques ce que vous faites, ce n'est pas bon. Nous l'avons dit, le principe de redevabilité s'impose beaucoup plus dans le camp présidentielle. Il faut que les ministres rendent compte. Peu de ministres rendent compte. Si ce n'est le ministre de la Sécurité qui fait des efforts. Et autres là, on a même des ministres qu'on peut assimiler à des carpes. Donc des gens qui ne bougent pas. Donc on peut dire dans une certaine mesure que ce sont également des carriéristes. Qui viennent même narguer les députés. Qui viennent même narguer les députés. Et la population. Oui, non seulement les députés et les populations, mais on a demandé aux ministres nos femmes de rendre compte du tronçon de vos
programme. Donc on a vu comment est-ce qu'il est parti. Vous avez fait des appels d'offres. Les gens ont soumissionné. Et si les gens soumissionnent, c'est qu'ils ont les moyens de leur politique, le matériel nécessaire. L'offre technique, merci pour m'avoir truc là. Mais on vient au Parlement et gaillardement on dit, ministre de la République, les fonds, le financement, les 26 milliards pour s'équiper. Donc, dans quelle mesure le marché a été octroyé? Dans quelle mesure SECO avait eu ce marché-là? Donc, on serait dans un, disons, dans un sérieux politique que ce ministre ne sortirait même pas du Parlement avant qu'on ne le démette de ses fonctions. Nous avons vu dans D'où les réformes. D'où les réformes et autres là. Et les réformes ne sont pas, lorsqu'on parle des réformes constitutionnelles, mais les réformes, c'est dans la tête, prioritairement. Dans la tête. Donc aussi bien l'opposition a besoin de faire le ménage dans son foyer. Le président de la République aussi a besoin de faire le ménage dans son entourage. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui les entourent, tous ceux qui l'entourent, qui lui font du bien. Les gens sauf sur le mensonge pour le tromper. Il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Dernière question, Ibrahim Acha. Est-ce que, parce que la coalition comptait quand même sur cette journée pour avoir son mot à dire dans ce début de campagne, on a vu c'est raté, les manifestations lui sont interdites dans les 2 semaines qui arrivent. Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il? Non, mais il faut dire que c'est l'échec total. Parce que j'ai eu à le dire dès le début de cette émission que l'opposition n'avait pas les moyens de sa politique. Elle avait fait croire. Elle a fait croire à sa base militante qu'elle disposait de manœuvres au niveau de la CEDEAO, même au niveau national, et qu'elle pouvait tout faire pour obtenir le report des élections et éventuellement faire en sorte que tout ce qu'elle demande, tout son désidérata soit respecté, disons, mis en œuvre par le parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'elle n'avait pas la force, la prétention qu'elle se donnait. Et la campagne a démarré, la date est restée inchangée. Les facilitateurs ne disent rien par rapport au 20 décembre. Donc, ça voudrait dire que le gouvernement actuel a le vent en poupe et les choses vont aller comme voulu par le pouvoir en place, et l'opposition sera là à regarder, à contempler ce qui se passe. Mais ce qui est peut-être, disons, ce que nous pouvons peut-être envisager, c'est qu'il peut y avoir des actions sporadiques de contestation, des actions, des choses, mais il faut se dire que le ministre de la Sécurité a averti tout le monde, il n'y aura pas de grabuge, il n'y aura pas ministre de la Sécurité. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. La force publique, oui. Parce qu'il doit protéger le